Pour ce dernier keynote, nous avons en effet la chance d'accueillir Guillaume Poupard. Alors Guillaume, bonsoir. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur de l'armement en option recherche. Vous avez fait une thèse de doctorat en cryptographie. C'est donc sans surprise que vous avez plongé dans le monde de la cybersécurité. Vous êtes depuis 2014 directeur général de l'ANSSI et à ce titre l'une des grandes voix sur le sujet de la cybersécurité en France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de l'état de la menace cyber? D'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous. L'état de la menace, il n'est pas bon. On ne va pas se mentir. Il n'est pas bon, ça veut dire qu'on a différents phénomènes, parce qu'on dit toujours les attaques informatiques. Les attaques informatiques, ça n'a pas de sens. Mais on a différents types d'attaques, on a différentes catégories, à la fois de victimes, d'attaquants, de motivation pour ces attaquants. Et les grands phénomènes que l'on observe en ce moment, ils sont trois. Un problème de criminalité, je vais y revenir. Un problème d'espionnage, on n'en parle pas, mais je vais y revenir quand même, d'autant plus. Et un problème de niveau quasiment militaire et géopolitique. Je vais y revenir également. Et puis après, il y a plein de variantes. On pourrait trouver plein d'atteintes au système numérique qui peuvent être des drames, hein, le jour où ça touche tel ou tel acteur. Mais globalement, ça rentre à peu près dans ces trois cases. Le sujet criminel, c'est le grand développement de ces derniers mois. Non pas qu'on ne l'ait pas vu venir, mais simplement la réalité même de ces atteintes est en croissance très forte. Il est d'actualité de parler de courbe exponentielle en ce moment. Et bien, dans le domaine cybercriminel, on a une évolution exponentielle du nombre d'attaques. Je suis incapable de mesurer le nombre d'attaques, et d'ailleurs ça n'a pas de sens probablement, parce que on va additionner des choux et des carottes, mais pour fixer les idées, et pour quand même apporter des éléments de réponse, dans le périmètre de l'ANSSI, c'est-à-dire des victimes qui ont un intérêt, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais qui ont un lien avec des questions de sécurité nationale. Eh bien, en 2019, on avait une cinquantaine de victimes d'actes criminels, à des fins de rançonnage, hein, vraiment des choses où la motivation des criminels est assez claire. Une cinquantaine en 2019, à peu près 200 en 2020. Donc x4 en l'espace d'un an. C'est absolument colossal. Et avec des conséquences qui sont très graves pour les victimes, très graves d'un point de vue économique, avant tout. Je ne la citerai pas, mais on a travaillé il y a quelques mois avec l'une d'entre elles qui perdait 10 millions nets par jour. Hein, c'est de résultats nets, donc c'est des sommes colossales, parce que les grands acteurs, quand ils ne peuvent plus travailler, immédiatement l'impact économique est très grave. Et puis parfois, au-delà de l'impact direct, on a un impact en termes de confiance, dans la relation avec les partenaires, avec tout l'écosystème, qui peut être très grave. Et j'ai un autre exemple que lui, je vais citer, parce que je pense que leur démarche a été assez remarquable pourtant, c'est celle de Soprasteria. Soprasteria a été attaqué, ils ont détecté l'attaque, ils l'ont contenu très très vite, il y a très peu de machines qui ont été touchées chez Soprasteria, mais par mesure de précaution, ils ont coupé leurs liens, il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés sans leurs prestations, et là les jours vont très très vite, et le coût économique, estimé entre 40 et 50 millions par Soprasteria, alors que l'attaque a échoué techniquement, eh bien, économiquement, elle a réussi l'attaque. Donc ça, ce phénomène criminel, il est très inquiétant. Il est évidemment renforcé par le fait que ces criminels, les plus sérieux d'entre eux, sont dans des pays où on a du mal à les chercher. Il y a des résultats. Il y a très très beaux résultats récents sur un groupe qui s'appelle Emotet, qui donne espoir, hein, et qui, je l'espère, va faire un petit peu pencher, ou va mettre la peur dans le camp adverse un petit peu. Donc c'est possible de faire ce genre de choses. La coopération internationale elle fonctionne, mais si on va encore un peu plus loin à l'Est, elle est encore plus compliquée aujourd'hui. Donc il ne faudra pas compter uniquement sur la capacité à identifier et attraper les attaquants. Donc on parlera après des solutions, évidemment, mais l'important c'est quand même de se protéger avant tout de ces acteurs. Et donc un phénomène criminel qui peut toucher n'importe qui. Parfois c'est très rationnel, donc quand ça touche des acteurs économiques qui peuvent payer les rançons, c'est très logique. Quand ça touche un hôpital comme le CHU de Rouen il y a un peu plus d'un an, c'est incompréhensible. On n'imagine pas un CHU payer des rançons en France, mais bon, peut-être qu'ils ne le savent pas, ces attaquants. Et là, on se fait très très peur, évidemment, dans le contexte sanitaire actuel, si des acteurs comme ça sont touchés par de tels crimes. L'autre phénomène, ça concerne les collectivités locales, qui jusque-là vivaient dans un monde où finalement il y avait peu d'attaquants. En tout cas, on ne les voyait pas. Aujourd'hui, les collectivités locales, les villes, les métropoles, les départements, les régions sont attaquées par des criminels.
Et on se fait très peur parfois parce que quand on dit une ville, on pourrait se dire bon bah c'est pas très grave si une ville est attaquée et n'a plus de système numérique. Et bah, c'est totalement faux. Hein. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Une ville, ça gère aujourd'hui énormément de choses. Ça gère les transports, ça gère les écoles, ça gère les cimetières, ça gère, ouais. Et quand il n'y a plus de numérique aujourd'hui, bah, tout ça devient extrêmement complexe à piloter, voire quasiment impossible. Donc j'insiste pas plus, mais ce phénomène criminel, il va continuer à se développer très probablement. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, objectivement. Quand il y a un groupe qui tombe, il y en a 10 qui apparaissent, donc on va rester un peu dans cette phase ascendante. Et il faut impérativement s'en protéger, parce qu'aujourd'hui, je ne connais plus beaucoup d'acteurs qui ne sont pas potentiellement victimes, ciblées ou victimes collatérales de ce genre d'attaque. L'autre menace, c'est l'espionnage. Alors ça, par contre, c'est pas nouveau du tout. L'espionnage, l'ANSSI a 11 ans, et il y a 11 ans, on traitait déjà des opérations d'espionnage particulièrement impressionnantes. L'espionnage qui peut venir de nos adversaires, qui peut venir de nos alliés. C'est pas les mêmes règles dans le monde de l'espionnage, et donc il faut se protéger de tout le monde et des plus forts. Donc c'est probablement encore plus compliqué. Et cet espionnage, c'est une réalité aujourd'hui. On en parle peu parce que les attaquants ne veulent pas en parler, les victimes ne veulent pas en parler, nous on n'est pas là pour enfoncer les victimes, ce qui fait qu'au final, il n'y a personne qui en parle, et ceux qui pourraient le faire, et notamment les médias et les journalistes, bah, ils tournent autour, mais tout ça reste bien gardé comme secret. On ne nous en parle pas. Et ils ne peuvent pas en parler, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la matière la plupart du temps. Et je le regrette. Je le regrette parce que le résultat, c'est une sous-estimation majeure de ce risque. Et aujourd'hui, tout ce qui a un intérêt d'un point de vue technique, commercial, stratégique, est une cible potentielle et une cible des meilleurs. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet. Je continuerai à le dire et le répéter, même si c'est dur à entendre, mais ces problèmes d'espionnage ont un coût que je ne sais pas chiffrer, mais qui est absolument colossal, notamment au niveau économique. Et la troisième menace, c'est une menace alors que là, qui, pour le coup, peut donner l'impression de tous nous dépasser, ou en tout cas pour beaucoup d'acteurs économiques. C'est une menace quasiment militaire, géopolitique. On sait que les conflits de demain seront numériques, en partie. Ça ne va pas supprimer le reste, hein, mais il va y avoir une part numérique qui va continuer à se développer de plus en plus. On a observé, on n'en fait pas énormément la publicité, parce que c'est pareil, c'est très sensible, mais on observe régulièrement des attaques qui visent à se prépositionner sur des systèmes sensibles, où il n'y a pas de données vraiment intéressantes, il n'y a rien à voler, il n'y a rien à rançonner, mais par contre, si ça dysfonctionne, si c'est mis en panne, eh bien les conséquences peuvent être très très graves pour les entités, mais surtout en termes de sécurité nationale. Et donc ça nous inquiète énormément parce que là, ce sont des acteurs dans les secteurs, les transports, l'énergie, les télécoms sont ciblés par ce genre d'attaque. Et il n'y a pas de doute sur l'origine. Ce sont des grands services, de grands pays qui se prépositionnent au cas où. Ils ne savent pas si un jour ou l'autre on leur demandera d'activer ces capacités destructrices, mais comme ça ne se décrète pas, hein, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on peut faire ce genre d'opération, eh bien tout le monde prépare les conflits du futur. Et donc on est en train de construire un amoncellement de barils de poudre. Hein. Et ma crainte, c'est qu'un jour, la moindre étincelle puisse mettre le feu à cette poudre et tout faire exploser. Donc le monde numérique, il est formidable par plein d'aspects, mais il a également un côté déstabilisant, probablement. Et on est en train de vivre de plus en plus sur quelque chose de très explosif. Alors, du côté des organisations, du côté des entreprises, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire face à cette menace ? Je vais être très cash. D'abord, il ne faut pas s'imaginer que des acteurs, quels qu'ils soient, vont faire le travail à la place des entreprises, des différentes entités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Je sais pas. En plus, en représentant l'ANSSI, c'est pas moi qui vais dire ça. Et évidemment, on fait plein de choses. Mais je veux tout de suite tordre le cou à l'idée qu'on va créer des bulles, des boucliers, tout ce que vous voulez, des machins qui vont protéger ce numérique formidable et le protéger de tous les agents menaçants qui pourraient chercher à l'attaquer. Non. Le numérique, il est partout, il irrigue tout. On ne mettra pas de barrière, on ne mettra pas de bulle, on ne mettra pas de bouclier. C'est une vue de l'esprit qui est très dangereuse parce qu'elle est totalement déresponsabilisante pour l'ensemble des acteurs. À l'inverse, avoir un discours totalement culpabilisant qui reviendrait à dire aux victimes bah, « vous êtes attaqué, c'est votre faute, c'est que vous n'êtes pas suffisamment protégé », c'est pas audible non plus, et ce serait injuste, très probablement. Donc la réalité, elle est entre les deux. Donc d'un côté, il y a tout ce qui va être fait, tout ce qui est déjà fait et qui va continuer à être développé à l'échelle nationale, au niveau de l'ANSSI, au niveau d'autres services, au niveau judiciaire, puisque de plus en plus, les services commencent à avoir des résultats, comme on le citait pour Emotet. Et puis dans des domaines dont on parle moins, dans le domaine du renseignement, dans le domaine militaire, enfin vraiment, je
vous garantir que tout l'État est vraiment mobilisé et se donne les moyens, il n'y en a jamais assez des moyens, mais se donne les moyens de lutter contre ces menaces. Mais à l'échelle des entités, il est impératif que ces questions de sécurité numérique soient vraiment intégrées dans la gouvernance même des entreprises, dans leur pilotage. Et ça fait un lien direct, évidemment, avec la gestion de risque, avec l'AMRAE, où le constat que l'on faisait il y a plusieurs années déjà, notamment avec Brigitte, on a la gestion de risque qui est bien en place, qui est souvent codifiée, qui est propre, qui est organisée, qui a un accès au COMEX, au conseil d'administration. Et puis à côté, il y a le cyber. Donc ça, c'est plus possible. Le cyber, c'est un risque, et il faut que ça devienne un risque comme les autres. Et c'est le cas, objectivement. Donc ça, c'est la première chose. C'est intégrer la sécurité numérique, la lutte contre ces nouvelles menaces, dans le cadre général de la gestion de risque, et avec les arbitrages qui vont bien, et parfois d'ailleurs les adhérences qu'il y a entre ces différents risques. Le cyber, il n'est pas séparé du reste, objectivement. Donc le risque juridique, le risque, on en parle beaucoup dans le domaine numérique, le risque de catastrophe naturelle, le risque incendie, n'importe quoi. Tous ces risques-là, ils sont complétés simplement par le risque cyber, ça ne s'oppose pas, et c'est le même métier fondamentalement à la base. Donc il faut intégrer ça. Il faut intégrer le cyber dans la gouvernance. Moi, beaucoup de dirigeants me disent « mais j'y comprends rien ». Mais tous les autres sujets de risque, ils comprennent bien. Donc le but, c'est pas de transformer les dirigeants en experts en cybersécurité, ce serait absurde. Le but, c'est qu'il y ait des experts, des professionnels, internes ou à l'extérieur, qui soient capables d'apporter les éléments pour permettre aux décideurs de prendre des décisions. Et le seul conseil que je donne aux décideurs, en général, c'est tant que vous n'avez pas compris, c'est pas votre faute, vous devez reposer la question. C'est la faute de ceux qui vous ont mal expliqué ou qui vous ont pas apporté les clés. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué d'expliquer les choses. Mais l'effort, il doit être du côté technique, pas du côté des décideurs. Et une fois qu'on a fait ça, après, ça se traduit par des décisions, par des choix, par des analyses de risque, parce que ça ne veut rien dire se protéger des attaques. On protège des systèmes particuliers face à différents types d'attaques, à différentes intensités. On ne va pas tout protéger de la même manière, ça n'aurait pas de sens. Une analyse de risque, ça permet d'objectiver cette démarche-là. Et après, ça se décline. Ça se décline par des mesures organisationnelles, des mesures techniques, des mesures opérationnelles, des mesures d'assurance, des mesures de résilience. Je ne rentre pas dans le détail. Pour tous ceux que ça intrigue, il y a une très belle publication faite par l'AMRAE et l'ANSSI il y a maintenant quelques années, pas si longtemps que ça, et elle reste totalement d'actualité à mon avis, qui décrit par le menu qu'est-ce que ça veut dire finalement que d'intégrer le risque cyber dans une gestion globale du risque. Et sincèrement, ce petit bouquin, je le regardais tout à l'heure avant de venir pour me le remettre en tête, il n'a pas pris une ride. Prenez-le et vous verrez, ça explique par le menu comment faire pour intégrer la cyber. J'en déduis deux choses. D'abord, c'est que ce n'est pas une fatalité. Se protéger, c'est quelque chose qui se fait, qui est à la portée. Voilà, on n'est pas condamné à subir des attaques qui vont se multiplier. Au contraire, je pense qu'on peut avoir des solutions efficaces, pas pour éradiquer la menace. Éradiquer la menace, c'est un truc qui va être compliqué. Par contre, les bons élèves, ils vont renvoyer les attaquants vers les autres. Un petit peu comme quand on a un système d'alarme à la maison. Ça ne supprime pas les cambrioleurs, mais ça les renvoie chez les autres. Alors c'est peut-être cynique de dire ça, mais à l'échelle d'une entité, ma foi, déjà, c'est pas bien que ça arrive aux autres, mais c'est mieux que ça arrive aux autres plutôt qu'à soi-même. Bon. Donc, appliquez ce guide, regardez-le. Donc, c'est concret, c'est positif. Par contre, le point un peu noir, c'est que c'est compliqué. Faut pas se mentir. Ça a un coût humain, un coût économique. Pour fixer les idées, on dit en général que la sécurité numérique, c'est 5 à 10% du budget numérique, du budget IT. C'est beaucoup d'argent. Partout, c'est beaucoup d'argent parce que ce sont de gros budgets. Mais c'est possible. Et le dernier point, c'est faites-vous aider par des professionnels. On n'est pas seul quand on veut faire de la sécurité numérique. Alors quand il y a un gros problème et tout ça, il y a l'ANSSI, il y a cybermalveillance.gouv.fr qui sont là pour apporter de l'aide. Il y a surtout tout un écosystème de prestataires privés, dont beaucoup sont qualifiés par l'ANSSI d'ailleurs, de manière très rigoureuse, qui permettent d'apporter des compétences, des savoir-faire dans le domaine de l'audit, dans le domaine de la détection d'attaques, dans le domaine de la réponse à incidents. Et puis on a d'autres référentiels qui sont en maturation pour aider à concevoir des systèmes. On aurait dû commencer par là, mais finalement, ce n'était pas le plus simple. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Ou bien pour aider à faire de l'administration sécurisée des systèmes, parce que c'est assez naturel de sous-traiter l'administration de ces systèmes numériques. Par contre, pour bien le faire, c'est compliqué. Donc tout ça, ça arrive. Et puis sur des sujets un peu plus compliqués comme le cloud, par exemple, on a une démarche de qualification d'offre cloud qui ne couvre pas l'ensemble du besoin aujourd'hui. Ça, je ne vais pas dire le contraire, mais qui est en grand progrès. On a déjà 3 offres aujourd'hui qui sont qualifiées.
OneDrive, Outscale, OVH, Cloud. J'en fais la pub parce que ça a été un effort pour eux de se faire qualifier. Et le fait qu'à la fin, je signe au nom de l'État français pour dire que ce sont de bonnes solutions, eh bien, ce n'est pas un label de complaisance, ce n'est pas parce qu'ils sont français, ce n'est pas parce qu'ils sont sympas. Ils sont également français et sympas, mais au-delà de ça, il y a un vrai travail technique derrière qui fait qu'on peut avoir confiance dans ce genre de solution. Et donc, il faut intégrer le cyber dans sa gouvernance et dans ses process, et il faut aller chercher les compétences là où elles se trouvent, de manière complémentaire, pour construire ça. Et puis, in fine, ce qui viendra assez vite, ce qui existe déjà mais qui n'est pas totalement abouti, c'est le sujet de l'assurance. Quand on parle de gestion de risque, l'assurance n'est jamais très loin. L'assurance, c'est la mutualisation du risque résiduel. Je dis ça, je fais le malin parce que j'y connais rien du tout en assurance, mais ça paraît assez logique, dit comme ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où le risque résiduel, on a du mal à l'estimer et à mon avis, il est trop important. Donc le mécanisme même assurantiel, il a encore du mal à trouver son équilibre. Mais on y viendra. Et il faut vraiment garder ce sujet assurantiel dans la boucle parce que c'est la bonne manière de protéger en complément les bons élèves qui ont fait l'effort de se protéger eux-mêmes, qui ont fait toute la démarche et qui, malgré ça, évidemment, restent encore soumis à des risques résiduels parce qu'on ne peut pas se protéger de tout le monde. Et même en étant sérieux, même, je citais Sopra Steria, même dans ce genre de cas, il y a un risque résiduel et là, c'est normal de l'assurer. À l'inverse, protéger via de l'assurance des gens qui font n'importe quoi, je suis désolé, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Et je ne vois pas comment ça pourrait prendre une sorte de concrétisation économique sur le long terme. Peut-être en conclusion, votre message fort pour des dirigeants d'entreprise qui nous écouteraient, s'il y a une chose qu'ils doivent retenir. Intéressez-vous à la sécurité numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en parlez tous les jours ou si vous en rêvez la nuit, c'est pas normal. Par contre, s'il s'écoule 6 mois sans que vous en parliez ou sans que vous en entendiez parler, c'est que vous êtes probablement à très grand risque. Donc, le sujet cyber, c'est un sujet pour les dirigeants. J'insiste, le but, c'est pas de transformer les dirigeants en experts cyber. Ce serait pas drôle. Ils ont suffisamment de choses à faire. Par contre, poser les bonnes questions et surtout prendre les bonnes décisions. Un dirigeant, il est avant tout là pour gérer du risque et prendre des décisions. Eh bien, je m'adresse à eux, tant que vous n'avez pas les clés pour prendre ces bonnes décisions, il ne faut pas se satisfaire de ça. Et il faut reposer les questions, il faut secouer les équipes, il faut changer d'équipe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas en rester là. Parce que ce risque-là, de toute manière, c'est un risque qui est réel, qui ne touche plus que les autres. Hein. Ça peut toucher n'importe qui aujourd'hui. Et surtout, je me répète volontairement, il y a des solutions. Il y a des solutions, mais elles ne sont pas simples. Il n'y a pas de trucs et astuces. Je ne donne pas de trucs et astuces parce que ce n'est pas efficace. Il y a toute une démarche à mettre en œuvre qui doit partir des décideurs, qui doit partir des dirigeants et qui doit ensuite irriguer l'ensemble de l'entité. Merci beaucoup, Guillaume Poupard. Merci à vous. Merci à tous. Et je cède maintenant la parole à Oliver Wyne pour la clôture de cet événement. Oliver.